Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bonjour à tous, je suis Ray Michal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui ont décidé de mettre la technologie au service de l'éducation et de la formation, tout un programme. Et on est encore en direct de Startup for Teens à l'école 42 pour un événement organisé en partenariat avec Startup for Kids autour du numérique, de l'empowerment des filles. Et on va aborder cet après-midi un nouveau sujet. Bosser dans la tech, ça ne veut pas forcément dire devenir informaticien. Parce que s'il est vrai qu'il y a un domaine qui ne tient pas en place, c'est bien celui du numérique, du digital, et les métiers qu'il génère à chaque évolution. Il y a de quoi se sentir perdu au milieu des termes techniques, data scientist, back-end developer, CTO, creative data, etc. Ça veut dire quoi exactement et quelles sont les formations pour y arriver? N'oublions pas que le numérique est l'un des secteurs qui recrute le plus en France et partout dans le monde. Et pour aborder ce sujet, j'ai la chance d'avoir trois personnes extraordinaires. Voilà, faut toujours flatter les gens une fois qu'on les reçoit, mais vous verrez, parce que je les connais aussi un peu, qui sont effectivement extraordinaires. D'abord, on a la chance d'avoir Samia Gozlan. Samia qui est directrice de la Grande École du Numérique, c'est ça Samia? Tout à fait. Voilà, et tu vas nous expliquer ce qu'est la Grande École du Numérique. Antoine Krinck. Exactement, bravo pour la prononciation. Ah oui, parce que c'est KRAJNC, 30 points au scrap, je disais tout à l'heure, un J qui se prononce comme un I. Et tu es CIO, Chief Executive Officer de Jeddah Bootcamp. Tout à fait, c'est ça. C'est quoi Jeddah? Jeddah, c'est justement une école dédiée à la data science ou à la data. Et un bootcamp, c'est le concept de dire, en fait, on va faire des programmes extrêmement courts et intenses pour monter en compétences le plus vite possible et être prêt à attaquer le marché de l'emploi. C'est très clair, là, tu as explicité pour ceux qui nous écoutent des termes particulièrement obscurs en faisant preuve d'une grande pédagogie. Et puis enfin, Aurélie Bouvard, qui est directrice marketing de showroomprivé.com. Ah, je l'aurais fait. Tu l'aurais pas fait, je l'aurais fait. Vas-y, fais-le voir ce que ça donne. Non, ça marche beaucoup moins bien. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Alors, et ça me fait plaisir. J'investis beaucoup d'argent pour que tout le monde chante cette chanson. Ça tombe bien. Franchement, ça marche. Directrice marketing, c'est quoi le rapport avec la tech là? La tech, l'idée, c'est surtout de raconter que justement travailler dans la tech, c'est pas forcément être informaticien, et que par exemple chez Showroom Privé, on a énormément d'emplois qui sont focusés tech et qui sont autres et très très loin de l'informaticien. Voilà, donc vous avez compris. L'idée, c'est un peu de vous raconter, quand on dit que c'est effectivement là que ça embauche beaucoup, je peux vous prouver par A plus B que c'est le cas. Voilà. Parce que vous avez compris qu'on va parler emploi, on va parler compétences, et on va montrer que cette transformation, cette révolution numérique, c'est pas simplement des contraintes qu'elle apporte, c'est aussi beaucoup d'opportunités à condition de les identifier et de les saisir. Alors tiens, justement Aurélie, puisque tu as le micro, parle-moi un peu de ton parcours. Toi, la tech, c'est un truc qui t'a... Ah ouais, moi, pas du tout. J'ai intégré le monde du digital, le monde merveilleux du digital, on va dire, il y a 2 ans, quand j'ai rejoint showroomprivé.com. J'ai fait un MBA en accéléré avec Thierry Petit, comme je le disais, un faux MBA. Alors Thierry Petit, qui est, pour ceux qui nous écoutent? Le fondateur, cofondateur avec David Dayan de showroomprivé.com. En 2 ans, j'ai appris énormément de choses et j'ai surtout appris à voir qu'il y a énormément d'opportunités pour tout type de profil dans la tech. Typiquement, dans la data science, moi, tous ces métiers, je ne les connaissais pas. Je les ai découverts tous au fur et à mesure et je me rends compte qu'il y a un énorme turnover, qu'il y a énormément d'opportunités, qu'on peut commencer très jeune, très bas et monter très vite, très haut. Et que tout s'apprend et que rien n'est impossible. Enfin, c'est un peu le sentiment que moi j'en ai, puisque je suis arrivée vraiment quasiment... Tu faisais quoi avant? J'étais plutôt dans la communication et en agence de pub. En agence de pub. Voilà. Okay. Et donc, c'était un parcours qui me va bien, puisque j'ai appris énormément et globalement, ça se passe plutôt bien. Mais l'idée là, c'est vraiment juste de se dire que l'ensemble des métiers est multiple et que la tech, c'est des milliers de choses qui sont aujourd'hui complètement indispensables, par exemple dans le marketing. Donc on pense que le marketing, c'est que de l'image, c'est que aujourd'hui non, le marketing, c'est de la mesure. Et de la mesure, ça se fait avec des gens qui font de la data science, entre autres, de la data analyse, avec plein de choses, et que la mesure, il faut qu'elle soit bien interprétée, bien lue, bien construite, et que sans ces sujets-là, sans la data et sans tous ces métiers, on ne peut pas avancer. Voilà. Alors, la data, c'est un mot qu'on emploie souvent, qu'on connaissait pas, en tout cas le grand public, il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, Antoine, data science, tu peux expliquer ce que c'est, comme si tu l'expliquais à un enfant que je suis encore? Il n'y a pas de problème, je peux l'expliquer, oui. En fait, je pense que le plus simple, c'est de voir un cas
concret, en se disant que la data, imaginez que quand vous utilisez un site internet n'importe lequel, vous êtes utilisateur de Facebook, vous allez créer de la donnée en permanence. Vous, en tant qu'utilisateur, par exemple, vous allez créer un post, vous allez publier une photo. Tout ça, en fait, ça, c'est de la data, c'est de la donnée. Et la donnée personnelle. Alors, elle peut être personnelle, elle peut ne pas forcément être personnelle. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, c'est de la donnée personnelle, oui, puisque vous, en tant qu'utilisateur privé de Facebook, vous postez votre propre photo. Mais je trouve que ça c'est plutôt parlant pour tout le monde. On va dire que cette photo-là, c'est de la donnée. Et on peut très bien se dire, dans l'amas de données qui est créé par tout le monde, peut-être qu'il y a de la valeur. Justement, vous prenez tout ce qui a été fait en imagerie aujourd'hui, par Facebook, par Snapchat, par TikTok, par plein d'applications comme ça. Ça a été des premiers pionniers dans la data science pour dire, par exemple, tous les filtres que vous avez sur les photos, les filtres qui sont certes marrants, mais qui ont en fait derrière une technologie extrêmement poussée pour pouvoir faire ces filtres de manière hyper réaliste. Et voilà, ça c'est de la data science. Alors après, il y a des cas aussi beaucoup plus terre à terre. Je ne sais pas, vous êtes par exemple dans le retail. Donc vous êtes, le retail, c'est... Vous êtes une boutique, par exemple, de fringues. Parce qu'on parle français ici, monsieur. Attention, c'est EdTech France. Excusez-moi. Donc, imaginez que vous êtes effectivement une entreprise qui est dans la vente de vêtements. Alors ça, c'est marrant, parce que quand je dis ça, ils savent plus parler après, les gens. On a tellement d'anglicismes que quand il s'agit de s'en débarrasser, ça devient difficile. Alors, excuse-moi, continue. Je t'en prie. Donc, on est dans le retail. Voilà, on est dans le retail et imaginez qu'on veuille, par exemple, optimiser nos coûts de stock, nos coûts de stockage. Parce que c'est extrêmement important de se dire, effectivement, si j'ai trop de fringues en stock, peut-être que ça va me coûter beaucoup d'argent de les garder. La data science peut se dire, ok, aujourd'hui je sais exactement combien mes boutiques vendent à tel moment dans l'année, par exemple. Je peux créer un modèle qui va prédire le besoin de vêtements, par exemple, dans chacune des boutiques. Je simplifie beaucoup, mais pour qu'on puisse comprendre un peu l'idée. Et donc, si ce modèle-là, il est extrêmement précis, ou plus précis que les modèles qui existent déjà aujourd'hui, on économise beaucoup d'argent. Voilà. Et ça, c'est de la valeur qu'on pourrait trouver, par exemple, dans la data. Et la data science englobe ça. Donc la data science, c'est l'étude des données pour avoir des modèles prédictifs. C'est comme ça qu'on peut... Sachant que des données, on en produit tout le temps. En ce moment même, on est en train d'en produire. On est tous à l'école 42, c'est une donnée. Exactement. Et alors, Samia, la directrice de la grande école du numérique, moi je sais par cœur ce que c'est, mais il y a plein de gens peut-être qui ne savent pas, ils pensent que c'est une école, qu'on peut s'y inscrire. Explique-nous un peu le modèle de la grande école du numérique. Alors oui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la grande école du numérique est tout sauf une grande école, ou si elle était, elle serait les grandes écoles du numérique. En fait, c'est un réseau de formation au métier du numérique. C'est un label qui vient reconnaître la démarche de ces formations pour aller chercher un public particulier, je vais en parler, le former et l'aider à s'insérer socio-professionnellement dans le secteur du numérique. Et c'est aussi, le cas échéant, pour ceux qui demandent le label, une subvention d'amorçage pour les aider à démarrer leur formation. Donc, la Grande École du Numérique est une initiative qui a démarré en 2015, fin 2015, a fonctionné par des appels à la labellisation et a structuré un réseau de formation. À fin 2019, on a 750 formations labellisées partout en France qui forment à des métiers extrêmement différents. Et je rejoins ce que dit à la fois Aurélie et ce que dit aussi Antoine, à savoir on a des métiers très techniques, le fameux développeur web, mobile, avec des technologies que les entreprises recherchent, avec des personnes qui sont capables de gérer des projets digitaux. Et on a aussi des personnes qui sont capables de faire du marketing digital, du community management, de gérer des communautés, de produire du contenu. Donc vraiment, il y a une palette de métiers. On est positionné sur 9 métiers qui en gros, suivent le cycle de vie d'un projet digital dans son sens le plus large. On a quelques data science, quelques formations qui forment à des data science ou des data visualistes, parce que comme nous formons des personnes pour certaines qui sont peu pas qualifiées, puisque la spécificité de nos formations, c'est d'accueillir des personnes sans prérequis académiques. Donc, on a qui ont leur bac, il y en a qui ont bac plus 2, il y en a qui ont bac plus 5, mais il y en a qui n'ont pas leur bac. Nous, comme 42, c'est pas ça qui nous intéresse, parce que 42 est formation labellisée Grande École du Numérique. Ce qui nous intéresse, c'est leur motivation, leur projet professionnel, leur curiosité, leur envie d'apprendre. Et puis, le fait qu'ils se disent, mais moi, dans ce secteur digital, j'ai envie de comprendre de quoi il s'agit, j'ai envie de me projeter professionnellement, j'ai envie d'apprendre.
Et donc, parmi les apprenants, on a des personnes effectivement qui sont en reconversion. On a parlé tout à l'heure de biologistes qui font de la data science, mais on a aussi des personnes qui ont fait une licence en littérature japonaise et qui vont faire du community management. On a des personnes qui n'ont pas passé leur bac ou qui l'ont passé, qui l'ont pas eu et qui sont de super bons développeurs et qui réussissent merveilleusement bien une fois qu'ils ont trouvé leur voie. Donc, c'est ça qui part vraiment la spécificité de la grande école du numérique. Et pour répondre à la question, vraiment, ça ne veut, bosser dans la tech, ça ne veut pas dire être informaticien. Nous, on n'utilise jamais le mot informaticien. Mais c'est un mot qui est complètement devenu ringard, d'ailleurs. Alors, Aurélie dit, il n'existe plus. C'est un mot qui n'existe plus. Moi, si je vais voir les personnes, les développeurs chez moi, nous, on a tout le secteur tout le développement qui est en Vendée pour le showroom privé. Si je vais les voir et que je leur dis qu'ils sont informaticiens, je pense qu'ils me jettent des cailloux, quoi. Il y a des chances, oui. Non, c'est plus. Alors, le problème, c'est que nous, on ne dit pas informaticien, mais le système de l'enseignement, notamment supérieur, reste quand même sur le côté IT, informatique, technologie, et on forme des ingénieurs, on forme, dans l'université, les informaticiens prennent... J'ai l'impression qu'à l'école, on a encore des cours d'informatique. Et qu'on va on a des cours d'informatique ou des choses de cet ordre-là. Alors qu'en fait, on parle du numérique, si on veut parler français, on parle du digital, si on veut parler, on va dire, global, mais le numérique traverse tous les pans de la société, tous les secteurs d'activité. Il est partout dans notre vie. Et on le porte en nous. On est connecté avec nos montres, nos iPhones. Donc, ça veut dire que si on se dit que ce numérique, il est juste le fait de quelques techniciens, informaticiens, je pense qu'on se trompe et on n'est pas dans la société réelle. Le numérique, il est le fait de chacun de nous, soit producteur de données, comme le soulignait Antoine, soit analyseur de ces données-là, soit concepteur de la manière dont on va créer des services, des produits. Mais dans tous les cas, il est le fait de tout le monde. On ne peut pas le laisser uniquement au fait des informaticiens, parce que c'est quelque chose qui touche tous les pans de la société. Et on doit s'y intéresser. Quand je regarde dans la salle des jeunes et des moins jeunes, mais en fait, on n'a pas besoin d'être informaticien pour travailler dans le numérique. Mais si on est intéressé par le numérique, on a la possibilité vraiment de se former et d'avoir un métier qui va nous permettre d'apprendre tous les jours. 750 formations labellisées, et il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Rien qu'en France, il y a autant de formations parce qu'il y a des besoins qui sont extraordinaires, qui sont énormes. C'est un secteur en tension. Oui, en fait, la Grande École du Numérique est venue justement répondre à ce besoin de compétences parce que les entreprises ne trouvaient pas des personnes, elles recherchaient, elles ne trouvaient pas des personnes. Donc, on est venu quelque part pour dire, OK, chiche, on va répondre à votre demande de besoin de compétences et on va former des gens. Mais nous, on ne va pas le former, on ne va pas former des gens qui sont déjà à l'université ou qui sont déjà dans les grandes écoles. On va former des gens qui ont envie d'être formés dans ce secteur-là par la seule motivation. Et on va demander à des formations de se lancer partout dans les territoires, de rebattre les cartes de la pédagogie, de mettre en place des approches innovantes pour aller chercher un public qui ne se projetait pas dans le numérique et qui va se former et qui va répondre à ses besoins de compétences. Les 750 formations, elles sont liées aussi au fait qu'on veut avoir on a une ambition territoriale avec une répartition équilibrée des formations partout dans les territoires. On est dans les Antilles, on est à La Réunion, on est en Polynésie, donc il y a partout des formations labellisées Grande École du Numérique. Je propose, Samia, qu'on aille visiter les campus en Polynésie. Il faut faire un tour des campus quand même. Aurélie, Aurélie nous suggère d'aller à Roubaix. Merci. Oui, on est à Roubaix parce qu'on a eu la chance d'accueillir parmi nos formations labellisées dès le début une formation qui est portée par la Fondation Showroom Privé, qui forme des personnes vraiment pas qualifiées, et j'ai pu les rencontrer, et des personnes en reconversion, et qui permet, à la suite de cette formation quasiment d'une année, de s'insérer socio-professionnellement dans le secteur de l'e-commerce, notamment dans la région de Roubaix, parce qu'il y a énormément de marques qui sont autour de ça. Il se passe beaucoup de choses du côté des Hauts-de-France. C'est une région qui investit beaucoup sur son territoire, sur l'innovation, sur la technologie. Énormément. Pour nous, c'est après Île-de-France, avec PACA, c'est vraiment les deux régions qui sont très, très, très vivantes et très créatives et très impliquées dans le numérique, à former des gens, à répondre aux besoins de compétences, à créer des choses nouvelles et créer un écosystème. J'ai le sentiment en t'écoutant que la tech le digital, le numérique qui est partout vient décloisonner aussi les silos, notamment dans les entreprises. Aurélie, j'imagine que chez Showroom Privé, il n'y a pas les gars du service informatique, ça n'existe plus ça? Alors, il y a un service informatique, évidemment, mais non, c'est très décloisonné. Et c'est un peu ce que j'expliquais quand on préparait ce podcast. C'est surtout que
tout est un peu possible. C'est-à-dire qu'on va avoir des évolutions internes, puisque globalement, on a des équipes qui sont déjà formées sur place et qu'il faut de toute façon toujours des petites mains un peu dans le numérique aujourd'hui, quelque part. Oui, c'est ce que il y a quand bien. même des tout petits. C'est un métier de Bac-3 à Bac+5. Il y a des métiers, voilà. Mais c'est à partir du moment où on commence à grimper et à monter, il y a beaucoup de formations en ligne, des formations aussi qui sont accessibles, comme on le dit, avec des bootcamps et autres. Et finalement, c'est facile de commencer, de démarrer quelque part, sans se dire qu'on va être enfermé dans un carcan ou dans un profil qui va être le sien pour toujours, et d'évoluer très progressivement et voir très rapidement pour ensuite, moi j'ai pas mal de success stories dans des équipes, en particulier au marketing, des jeunes femmes qui arrivaient de la production des ventes, qui est quand même on va dire là où on rentre, on saisit des définitions dans un tableur Excel, donc vraiment pas fun, qu'on fait des évolutions internes et qui progressivement ont réussi à se former, à être formées avec l'interne et qui maintenant sont consultants ou alors qu'elles elles n'étaient pas entre guillemets prédestinées dans les parcours à l'ancienne, j'entends. Donc pour moi, je trouve que c'est le numérique, le digital, au-delà de ne pas être que informaticien, ça veut aussi dire que c'est un peu ouvert à tout le monde et que les évolutions, c'est très décloisonné, comme tu le disais. Et ça, moi, je le vois au quotidien. Voilà. Alors pour ça, on peut se former. Imaginons, Antoine, que je veuille devenir data scientist, c'est ça? Donc je frappe à ta porte. Tu peux. Comment ça se passe? C'est-à-dire quoi? J'ai 5 ans de formation, 3 ans de stage ou pas? Ou alors, c'est plus court? Non, nous, pour le coup, on a voulu plutôt le faire court. C'est-à-dire se dire, en fait, le format bootcamp, il est là pour justement répondre aussi à un besoin sur le marché de l'emploi aussi. Parce que la data science, il y a eu un énorme boom aujourd'hui ces 2 dernières années. Oui. Quand je parle de la data science, c'est, on va dire, la data de manière générale. Et donc, du coup, le format bootcamp répond extrêmement bien souvent à des pénuries de marché au niveau des talents. Et donc, du coup, par exemple, si tu frappes à notre porte, on va te proposer 3 programmes. Et si tu fais les 3 programmes au total, tu vas faire 16 semaines de bootcamp, max. En intensif, j'imagine. En intensif, donc tu fais tous les jours à peu près 6 heures par jour de cours et de pratique. Donc ça va être vraiment autour de justement apprendre à coder, apprendre pour nous toutes les mathématiques et statistiques nécessaires pour que tu puisses comprendre la donnée que tu vas cruncher, donc que tu vas justement utiliser, et que tu puisses faire en sorte que ça ait de la valeur pour les managers, pour l'équipe, pour la boîte dans laquelle tu travailles. Donc on peut cruncher de la data, c'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, alors c'est effectivement, c'est le vocabulaire, c'est cruncher de la donnée. Ça veut dire que tu vas regarder beaucoup de tableurs Excel, des bases de données assez énormes, et tu vas essayer de voir qu'est-ce qui a de la valeur là-dedans, qu'est-ce qui peut te servir pour l'objectif que tu as à remplir. Et ça me permet justement aussi de rebondir sur ce que disait Aurélie, c'est que nous aussi, on a des cas extrêmement, où on n'aurait pas forcément dit, tiens, toi, tu vas aller dans la tech au départ. Et je pense à des élèves, nous, on a pris par exemple quelqu'un qui a fait STAPS. Donc, c'est des études de sport. Ouais. Et cette personne-là s'est dit tiens, moi, STAPS, bon, ok, d'accord, parce que j'étais bon en sport depuis que je suis jeune, mais en fait, non, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Et il a eu une motivation de faire, parce qu'on prend les gens aussi après entretien de motivation, etc. etc. Il s'est donné. C'est le cas de le complet. dire. Il s'est donné là, franchement, comme un vrai sportif, quoi. C'est-à-dire qu'il était tous les jours là, il restait après les autres, etc., etc. Et il est parti dans le sud après data analyst, faire juste après 1 mois après sa formation, quoi. D'accord. Donc ça, c'est des cas comme ça que je trouve très beau justement dans l'univers de la tech, qui est que justement ce domaine-là décloisonne pas mal de choses. C'est pas forcément le fait de faire une grande école d'ingénierie qui va faire que tu vas être le meilleur data scientist, bizdev, enfin plutôt dev, etc., etc., etc. Nous, on avait même un militaire qui est sorti, qui s'était blessé, qui s'est dit non, je vais faire quelque chose d'autre de ma vie, du coup, parce que je peux plus rester militaire. Il a fait notre formation. Pareil, alors lui était tellement bon que du coup on l'a pris pour nous. mais voilà, pour vous dire, c'est des cas comme ça, on en a plein. On n'a pas que ça, bien sûr, il y a des gens qui ont des parcours plus classiques. Mais je trouve que ça illustre bien aussi ce que disait Aurélie sur la capacité au domaine de la tech et du numérique à justement décloisonner le parcours classique ou la voie royale. Quoi. C'est intéressant parce que c'est vrai que le numérique nous fait peur. Il y a une forme d'inconnu, l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on va tous perdre notre job, des robots vont le faire à la place. Et on voit qu'au contraire, c'est des opportunités de reconversion, de changement de cap, pas forcément. Et j'ai le sentiment qu'on recrute sur d'autres référentiels. C'est-à-dire que quand je t'écoute, la motivation, ou quand j'écoute Samia, la motivation, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Ouais, complètement. C'est quelque chose de. Aujourd'hui, de toute façon, la tech évolue tellement vite, ce domaine-là évolue tellement vite
que ce qu'on enseigne aujourd'hui, moi ce que j'enseigne aujourd'hui, je pense d'ici 1 an, 2 ans, il va falloir ce sera plus du tout la même chose. Ouais. Les programmes devront changer, être updatés, etc. Donc imaginez que les premiers élèves que je sors maintenant, ça se trouve dans 2 ans, tout ce qu'ils auront appris sera déjà complètement changé. Donc qu'est-ce qui fait que ces gens-là restent employables, restent justement performants, etc., etc. C'est qu'ils soient toujours motivés, toujours curieux, à vouloir aller chercher de nouvelles technologies, de nouvelles façons de fonctionner, etc., etc. Donc il n'y a pas que la partie difficile de apprendre la tech et le métier en lui-même, il y a aussi le fait d'être extrêmement curieux, à vouloir toujours chercher des nouvelles choses, quoi. Et puis, accessoirement, ça te permet d'avoir des gens qui reviennent tous les 2 ans faire un bootcamp. Ça, c'est hyper malin. C'est hyper malin. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Antoine, en disant qu'effectivement, ce qui est important dans le digital, c'est que c'est un apprentissage permanent. On devient un apprenant tout le long de sa vie. Ce qu'on a appris aujourd'hui va nous permettre d'être tout de suite actionnable, opérationnel, et on va pouvoir trouver du travail. Mais surtout, on va être, parce qu'on a appris d'une certaine manière, on va être en posture d'apprenant permanent. Ouais. La curiosité, la créativité, la prise de risque, tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler en groupe, le fait de pouvoir communiquer avec autrui, sont des éléments hyper importants et dont les formations, entre guillemets, numériques, ont fait la belle part à cette manière d'apprendre. Et quelqu'un qui sort d'une formation, même de quelques mois, va trouver peut-être du travail certainement dans les mois qui vont suivre, mais surtout, il est en posture et va continuer à apprendre et à évoluer. Et un autre élément aussi sur lequel qui me paraît très important, c'est que la tension entre les besoins de compétences des entreprises et les personnes qui sont formées à certaines technologies, à certaines compétences, est telle que même les entreprises sont obligées de revoir la manière dont elles recrutent. C'est-à-dire qu'on a des annonces avec des bacs plus 5 partout qui continuent à fleurir. Ouais. Ça, on ne peut pas empêcher cela. Voilà, ça, c'est très bien. Puis ça, c'est français. C'est français. Ouais. Mais en fait, on va de plus en plus en tout cas dans les métiers de la tech, sur de l'évaluation des compétences. C'est ce que je dis, moi, aux entreprises avec lesquelles on collabore. Je dis, vous dites que vous avez besoin de personnes compétentes dans telle technologie, mais testez-les pour cette technologie-là. Ne leur demandez pas bac plus 12, testez-les. Vous voulez des développeurs back-end, front-end, vous voulez des community managers, vous voulez des data visualistes ou des data... Testez-les pour les compétences que vous recherchez. Voyez si elles ont ces compétences-là et puis faites ce qu'on appelle en anglais encore un onboarding. Ah oui, l'onboarding. Faites et accompagnez-les au sein de votre entreprise pour qu'ils puissent évoluer. Parce que ça, c'est vraiment la tech qui le permet. C'est ça parce que les technologies évoluent, les frameworks, les frameworks, les socles, évoluent, tout évolue. Donc on est obligé d'être tout le temps en train d'apprendre et on est obligé aussi de se mettre dans une posture où quelque part au sein de son entreprise, on évolue, on fait évoluer son entreprise. Voilà. Aurélie, chez Showroom Privé, c'est quand on recrute, on regarde s'il n'y a pas un diplôme de la bonne école, on ne prend pas Alors, je ne sais pas comment c'était avant. En tout cas, moi, effectivement, on accorde énormément d'importance aux soft skills. Ouais. On accorde également énormément d'importance à l'évolution interne. C'est-à-dire que globalement, quand on rentre dans une société comme la nôtre, il y a quand même plus de 1000 emplois, il y a énormément de postes différents et on essaye de faire évoluer en interne. Parce qu'à partir du moment où on sait comment fonctionne un peu la société, on se dit pourquoi rien n'est impossible. On peut forcément former les personnes au travail autres que ceux pour lesquels ils ont été embauchés, effectivement. Le fameux bac plus 5, je pense qu'il est effectivement complètement sclérosant aujourd'hui sur le recrutement, même si je félicite ceux qui ont un bac plus 5, moi pas, par exemple. Et donc, je pense qu'effectivement, il est important aujourd'hui de voir les choses différemment et de voir les choses avec la motivation. Et ça, on le voit vraiment en interne. Enfin, c'est vraiment, on a arrêté de faire ça. Et comme on est sur des métiers qui sont très volatiles, parce que du coup, même dans le marketing, les personnes qui savent un peu utiliser bien la donnée et effectivement travailler et investir correctement en marketing digital et avoir une réflexion poussée et les bonnes prises de décision. Et que c'est des métiers quand même un peu techniques, tout ce qui est SIA, SEO, tout ce qui est CRM, voilà, tout est lié à des outils. Donc tout est un peu technique et je sais ces capacités sont chères sur le marché et mes équipes sont sollicitées en permanence. Donc il faut réussir à les garder, donc réussir à les faire monter, réussir à les motiver et puis à les remplacer facilement également. Et donc pour les remplacer, il faut réussir à prendre d'autres personnes et à former en continu.
Moi, j'ai globalement des équipes qui tournent, quoi. C'est-à-dire que je refais rentrer régulièrement des gens en bas de la chaîne pour les former, pour pouvoir les faire remonter. Et quand ils sont en haut, ils repartent. Et puis, voilà. Mais c'est aussi notre rôle quelque part. Voilà. Ça vient depuis 3 ans, 4 ans que la Grande École du Numérique existe. 3 ans officiellement. Tu dois avoir plein de belles histoires à raconter. Oui. Non, mais moi, je suis toujours étonnée parce que quand je me déplace partout en France pour rencontrer les formations qu'on a labellisées depuis 3 ans, je rencontre aussi les apprenants et j'écoute avec beaucoup d'attention leur histoire. Et en fait, un de mes premiers déplacements, c'était à Mulhouse, où je me retrouve dans une formation labellisée où mais vraiment, je dis, c'est pas possible. C'est peut-être un gag, un sketch, parce qu'ils ont fait exprès. J'ai un coiffeur en reconversion, j'ai un policier municipal, et j'ai un jeune qui a fait un bac STT, je ne sais quoi, et qui l'a pas eu. Et j'ai une maman qui rentre d'expatriation, qui a suivi son mari, donc qui a des jeunes enfants et qui a quitté la France sans passer sa licence. Oui, donc des gens qui a priori n'ont rien en commun. À voir, voilà. C'était une formation assez atypique parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est une formation qui a été opérée par l'Université Haute-Alsace qui forme une licence professionnelle de technicien de réseau. Et donc, pour ceux qui n'ont pas là-bas, qui a un parcours de remédiation qui leur permet d'entrer, et ils travaillent par mode projet. Et là, moi, je le regardais travailler, je trouvais que c'était génial. J'ai dit, mais je suis super contente d'arriver dans... Et ça, c'était là. Ça, ce que je vous raconte, c'est 2017. Et là, juste récemment, il y a quelques semaines, pareil, je discute dans le salon du travail, j'en ai parlé tout à l'heure, le 31 janvier, je discute avec des apprenants. Et il y en a un qui m'explique, moi j'ai eu mon bac, mais j'ai pas été plus loin. Moi j'ai fait un bac +2, mais j'ai pas réussi à avoir plus. Moi j'ai pas fini mes études. Et ça c'est tous les jours. Et par rapport aux jeunes femmes, parce que c'est la question quand même aussi une question de jeunes femmes ici. Bien sûr, aujourd'hui c'est pas celles qui sont les moins diplômées. Et en fait, c'est celles qui n'ont pas vu dans le numérique, d'une manière générale, une opportunité professionnelle. Parce que peut-être on ne s'adressait pas à elles. Parce que ce n'était pas un métier qu'elle pensait pour elle. Et donc, et l'année dernière, j'ai pris la parole avec une jeune femme qui avait fait des études de psy, qui avait exercé en milieu hospitalier très dur. Et puis du jour au lendemain, elle a dit, c'est pas ça que je veux faire. Et elle a repris tout à zéro. Elle a fait un bootcamp, elle est hackeuse. Après, elle est partie en formation. Et là, elle est développeur web dans une petite start-up qui marche super bien. Ils ne veulent pas la lâcher parce qu'en fait, elle crée une super ambiance. Elle est super avec un pool de développeurs. Elle voit les choses de manière différente. J'ai discuté avec son manager. Et c'est une autre façon de voir les choses parce que son parcours, parce que son expérience, etc. J'ai rencontré encore une jeune de 42 d'ailleurs, qui a fait le premier pour 42, donc en 2000. C'est pas une jeune de 42 ans, c'est une jeune de l'école 42. Même si on est encore jeune de 42 ans. Elle l'a fait en 2016, qui était prof de français, agrégée, madame. Voilà, prof de français. Et elle a décidé de faire 42, comme ça, avec une copine. Après 42, elle a créé une start-up où elle fait une application mobile pour traiter des sujets culturels, avec des petits sujets culturels, et donc elle cherche son modèle financier et elle continue comme ça. Et donc voilà. Donc il y a que. J'imagine que des histoires. Voilà. Et il y en a. Nous, on a voulu absolument que les parcours inspirants reflètent la réalité de ce que c'est les personnes qui sont dans la grande école du numérique. Et effectivement, on a énormément de jolis témoignages qui peuvent aider des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a aussi de la reconversion. On a quand même 30% des personnes qui ont plus de 30 ans. Ça veut dire que forcément, ils ont une vie avant. Et donc, ça veut dire que c'est des personnes On a ce fameux informaticien qui a été malmené, parce que le fameux informaticien qui a 50 ans parfois et qui dans les compétences, les technologies, il ne maîtrise plus, et donc qui se retrouve parfois au chômage. Et donc le fait de reprendre une formation qui peut être courte mais qui est intense, qu'elle soit de quelques mois, lui permet de rebondir. Et là on a et en plus c'est avec l'expérience antérieure, c'est des profils qui peuvent vraiment être très 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 importants dans une entreprise et très
Antoine, j'imagine, combien d'apprenants par an chez Jeddah? Alors, en ce moment, on est sur un trend à 600 personnes par an. C'est énorme. Ouais, Et alors, il y a des groupes, des classes, comment ça se passe là? Ouais, alors justement, en fait, le bootcamp, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on a pris un peu le meilleur, enfin, ce qu'on trouve de meilleur dans l'éducation classique et dans l'EdTech, et on essaie de mélanger ça. Et donc, du coup, on a gardé effectivement le système de classe avec des profs. D'accord. Donc, vous avez des classes de 25, 30 élèves max, avec un prof et ce qu'on appelle des teaching assistants, donc des personnes qui viennent aider en plus pour qu'il y ait un ratio de, on va dire, pour un prof, il y a 10 élèves, quoi, pour qu'il y ait, grosso modo, à chaque fois durant les projets, s'il y a des questions, il y ait un temps moyen d'attente de même pas 2 minutes, quoi. D'accord. Et donc, ça permet de progresser extrêmement vite. Et après, on met la tech au service de l'éducation aussi, parce que nous, on a construit notre plateforme qui permet justement aux étudiants de ne pas avoir à acheter un ordinateur extrêmement surpuissant pour pouvoir faire des algorithmes. Ils vont pouvoir justement poser leurs questions à travers la plateforme pour pouvoir. Ça veut dire aussi qu'il y a du distanciel, c'est-à-dire que les apprenants peuvent aussi travailler depuis chez eux, j'imagine. Ils travaillent depuis chez eux, mais tout l'apprentissage se fait en présentiel. D'accord. Ça permet à la fois de créer un petit esprit de classe. Donc du coup, vu qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle de pair programming, donc ils sont simplement en duo sur un projet, ça leur permet de développer justement les soft skills dont on parlait pas mal et d'avancer ensemble comme ça, quoi. Donc ils peuvent faire un peu à distance, mais c'est majoritairement présentiel. J'imagine qu'on retrouve dans une classe l'hétérogénéité de profil dont parlait Samia. Alors dans les profils et les parcours assez, surtout sur les parcours du début. Après, ce qu'on essaie nous surtout d'homogénéiser, c'est la compétence et la capacité à tout le monde d'aller au même endroit. Mais effectivement, dans les parcours, Samia le disait très bien, je pense que d'autant plus à la grande école du numérique que chez nous, on a des parcours extrêmement différents. Effectivement, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui avaient fait des grandes écoles, d'autres qui n'ont pas du tout fait, qui ont juste le bac. Voilà, la diversité des parcours est énorme, mais pour le coup, ça n'empêche pas le fait que la montée en compétences peut se faire de la même manière pour tout le monde, quoi. Aurélie, quand ces profils atypiques, on peut les appeler comme ça, arrivent en entreprise, ça apporte quoi? De la richesse, de la diversité, ou au contraire c'est plus compliqué à gérer d'un point de vue managérial? C'est difficile pour moi de dire autre chose que ça apporte de l'agilité, parce que je suis personnellement un profil atypique je pense quelque part que ça permet effectivement de ce qu'on disait tout à l'heure, de décloisonner. Ça ramène de l'agilité, ça permet de donner de la confiance, réussir à avoir confiance en tous et en chacun et en les compétences de chacun sans réussir à mettre une étiquette. Et alors, je reviens un tout petit peu sur l'histoire des filles, parce qu'effectivement, la tech, en tout cas, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, franchement, on m'a Aujourd'hui jamais... Non, mais mon âge... on aurait tous chanté, c'est dommage. Non, mais j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, on va dire, même plus. L'idée, c'est que moi, quand j'ai fait mes études, on m'a jamais parlé, c'était vraiment très très loin de tout ça, mais c'est normal, ça n'avait pas commencé. Et j'ai pas le sentiment aujourd'hui que les jeunes filles, quand je les vois arriver, moi, dans mes équipes, elles aient été accompagnées vraiment par le système, on va dire, standard. Et donc c'est hyper important aussi quand même de communiquer sur le fait que la technologie, la tech, moi j'ai pas mal de filles, surtout en data science et data analyse. C'est un secteur où il y a plus de filles, effectivement. Est-ce qu'il faut réfléchir peut-être, c'est pour ça. Il faut se poser, il faut prendre un peu de distance. Mais sur les développeurs, on reste encore quand même très masculin, et ça c'est quand même dommage. Enfin, dans moi ce que je constate, tout le marketing, évidemment, comme c'est du market et que je suis une marque pour filles, j'ai plein de filles, mais au final ça reste des métiers quand même très techniques. Et après je me rends compte que au final, la data science, c'est un peu entre les deux. Le dev, très masculin. Et voilà. Et là, il y a encore des choses à aller bouger. Il y a encore des cloisons à casser. Mais c'est pour ça qu'on fait ce genre Sharon, ces événements où on vient parler de numérique, de filles. Samia, il y a des actions, j'imagine, spécifiques de la grande école numérique à destination des femmes? Oui, nous, on a dès le début mis la barre très haute parce qu'on a regardé les chiffres et statistiques dans les grandes écoles et dans le secteur du numérique. Et en fait, c'était 26% des femmes en 2015-2016, si on compte les fonctions support. Si on passe aux fonctions très, très, très techniques, on peut baisser jusqu'à 6%, 10%. D'accord. Et donc, nous, on a mis 30% la barre de femmes que nous souhaitions former dans nos formations labellisées Grande École Numérique. Pour être labellisé, c'est notre objectif. C'est notre objectif national, parce qu'on ne pouvait pas exiger ça des formations, sachant que partout dans le monde, en France, c'était compliqué. Nous, on leur disait, voilà, notre objectif national est de former 30% de femmes parmi ceux que vous formez.
Et donc, c'était très compliqué parce que chaque année, on a une collecte de données qui remonte de toutes les formations et on crunch les datas et on sort les chiffres clés. Et donc, la première année, c'était 20%. Donc, on était content, mais voilà. La deuxième année, 24%, encore 26%. Enfin, voilà. Là, à partir de... Je pense que les chiffres clés de 2019, je ne vais pas les donner puisqu'ils vont être publiés dans quelques semaines, enfin, autour du mois de mars, mais je pense qu'on va avoir notre... Tu les as déjà, hein, non, je pense on aura nos 30%, parce que voilà, et ça, c'est très important. Génial. Mais c'est un boulot énorme de chaque formation d'aller chercher les filles. C'est énorme. Il y a deux publics que nous, on veut chercher. En dehors des personnes peu pas qualifiées, en reconversion, des personnes qui se projettent dans le métier du numérique, etc. C'est les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est quoi ces quartiers? Ce sont des quartiers enclavés, c'est des quartiers dans lesquels les personnes n'ont pas une grande mobilité. Donc, si on ne va pas les chercher, elles ne vont pas y aller. Et ça, ce n'est pas une question de diplôme, parce qu'ils peuvent être très diplômés. Sauf qu'ils ne se projettent pas dans le numérique. Et le deuxième, ce sont les femmes. Et nos formations labellisées, le boulot immense qu'elles font, c'est ça, c'est aller chercher ce public-là. Parce qu'on forme 10 000 personnes par an. Et parmi ces 10 000 personnes, aller chercher ce public-là, c'est vraiment une gageure. Parce que si on veut être la grande école du numérique avec une ambition sociale, inclusive, et former des personnes compétentes que les entreprises vont aller recruter, il faut vraiment que cette question de chercher ce public-là soit au cœur du label Grande École du Numérique. C'est-à-dire que le label, ce n'est pas juste je suis labellisé Grande École, super, j'ai un tampon et peut-être j'ai une subvention d'amorçage. De toute façon, la subvention d'amorçage, c'est pour le démarrage. Après, le label, c'est 3 ans. Donc, il faut faire le boulot pendant 3 ans. C'est vraiment être raccord, comme on dit, avec les valeurs. Et les valeurs, c'est aller chercher le public féminin, aller chercher le public qui réside dans ces quartiers prioritaires et faire en sorte de leur dire vous savez, le numérique, c'est une opportunité pour vous. Allez-y. Allez-y, vous allez vous surprendre. Et donc, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de portes ouvertes, de réunions comme celle d'aujourd'hui, par exemple. On fait découvrir le code, par exemple. C'est de l'évangélisation, quoi. On fait découvrir le code. Et puis, on est très surpris. Et on fait parfois, et même des formations labellisées, qu'est-ce qu'elles font? Dans leur parcours de formation, elles demandent aux apprenants d'aller dans des collèges et des lycées et de faire apprendre le code à des jeunes. Et il y a certains qui témoignent. Par exemple, je vais dans un collège ou dans un lycée, j'ai des garçons et des filles, je dis on va faire du Minecraft, voilà. Et vous avez les filles qui disent, et les garçons qui disent, et qui se précipitent, qui disent oui, ils sont intéressés, et les filles qui restent en retrait. On est au collège. Et finalement, à la fin de la formation, on se rend compte que les filles réussissent aussi bien, parfois mieux que les garçons, mais qu'en fait, c'est juste une question que jamais on leur a dit qu'elles pouvaient... Les fameux biais de genre dont on a parlé dans les podcasts précédents, on pourra les réécouter. Exactement. Voilà. Antoine, la proportion de femmes dans les formations chez Jeddah, c'est un sujet ? C'est un sujet, on y tient beaucoup, parce que chaque année, on fait au moins justement les femmes dans la data. Plus précis que les femmes dans la tech, mais les femmes dans la data. Donc on amène des speakerines qui viennent justement parler de leur expérience. On dit speakerine, tiens, je me pose la question. Speakeuse, non? Speakeuse. Speakerine, mais ça fait un peu, la télé des années 50. C'est vrai, pardon. Enfin bon, des gens qui speak, quoi. Des intervenantes. C'est vrai qu'il y a des mots en français, dis donc, pour le dire. Voilà, des expertes, des intervenantes. Alors excusez-moi pour mon franglais, mais donc des intervenantes qui viennent justement parler de leur expérience et de ce qu'elles font aussi pour justement faire en sorte que les femmes se sentent plus inclus dans ce domaine-là, parce que c'est effectivement le problème qu'il y a et que les femmes ressentent, en tout cas, ou que elles, je parle en son nom là pour le coup, elle s'appelle Aurélie d'ailleurs aussi, disait effectivement c'est pas forcément facile tous les jours de se retrouver dans une équipe où il y a que toi comme femme. Donc voilà, donc effectivement elle avait créé tout un justement Women in Data Science, qui est un groupe, un meet-up que vous pouvez regarder, justement, qui est là pour partager un peu ses expériences, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc je trouvais ça justement intéressant. Et pour nous, on est aux alentours de 35-40% de femmes dans les promos. Et dans l'équipe interne, on est 50-50. Et est-ce que tu es labellisé Grande École du Numérique ? Non, pas encore. C'est le moment d'en parler. Vous pourrez échanger les cartes après. Ah oui. Mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que disait Samia, et peut-être que c'est intéressant aussi au vu de l'audience qu'on a et de l'événement, qui est que bosser dans la tech, ça veut pas forcément dire être informaticien. Il n'y a pas forcément aussi que du code. Et Aurélie le disait, il y a plein de métiers dans la tech qui sont pas forcément que justement être le nez devant son ordi toute la journée, à voir des lignes de code et à justement, comme on dit de manière vulgaire, pisser du code. On dit ça. Ah oui, on dit ça.
Mais il y a plein d'autres métiers et je pense effectivement on a cité community manager, on a cité donc marketing en SEO, en SIA, vous pouvez regarder les acronymes. Il y a aussi un métier qui est hyper intéressant et souvent qui est Alors si on regarde les acronymes, SEO c'est SEO en fait. Hein. Ouais, voilà, bah oui, voilà. Je le précise parce que sinon les gens vont taper SEO et ils vont rien trouver. Ah, exactement, c'est SEO. Voilà. Effectivement, c'est Search Engine Optimization. Bon, anyway, donc, bref, je disais, il y a un métier que je voulais surtout aussi parler, effectivement, c'est celui de product manager parce que le product management, je trouve que c'est aussi un métier extrêmement intéressant dans la tech qui va à la fois mélanger du management et pas forcément de la technique pure, mais qui va pourtant être assez près du produit. Ouais. Il y a beaucoup de profils de gens qui sont là justement avec des compétences assez managériales, c'est-à-dire qui aiment bien voir une équipe, essayer de la mener un projet à bien, qui soit pas forcément dans la volonté justement d'aller dans le code pur et dur et soulever le capot de la voiture, mais justement qui amène le projet à ce que le produit soit le meilleur possible. Et ça, c'est un peu le métier de product manager aussi qui est extrêmement intéressant, qui fait partie des nouveaux métiers de la tech, surtout en France, qui est émergent là aujourd'hui. Et qui fait partie justement du fait de ne pas forcément être informaticien et pourtant bosser dans la tech parce que ce métier il est crucial, surtout dans des petites structures moyennes ou même grandes. Je pense que Aurélie vous pourra en parler, mais c'est aussi un métier extrêmement intéressant. Alors justement Aurélie, il y a des product managers chez Jérôme Privé, qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de product managers et effectivement, c'est un département clé de chez Showroom Privé puisqu'ils nous permettent de faire évoluer en permanence notre produit. Donc notre produit, c'est notre application, on va dire aujourd'hui, et de la faire évoluer des nouveaux produits d'abonnement, de livraison, de mise en avant de nouvelles catégories, de mise en avant de nouvelles méthodes de livraison, de paiement, de monétique ou autre. Il y a également tout ce qui est UX. Alors c'est tout ce qui est comme le user experience. Donc ça, c'est tout ce qui est comment on analyse le parcours client, et ça avec effectivement qu'on travaille avec la data science, on analyse le parcours client, comment on fait pour avoir un parcours client plus personnalisé, plus facile, plus simple, avec des transitions dans les funnels d'achat. Donc ça c'est encore un mot anglais, mais pour savoir comment on convertit mieux, plus vite, plus simplement, plus rapidement. Toutes ces actions en fait, elles sont toutes microscopiques quelque part, mais elles ont toutes une action à 0,01% qui au fur et à mesure, toutes mis bout à bout, change complètement la vision résultat et la version chiffre d'une année. Le product manager est un métier tech quand le produit est un produit tech. Quoi, en gros, oui, c'est la même chose qu'un chef de produit dans un autre métier, sauf qu'aujourd'hui, quand on est product manager dans une boîte, et globalement, aujourd'hui, toutes les boîtes sont digitales, puisque toutes les marques, en tout cas, on va reparler de retail, mais toutes les marques ont leur propre site. Donc, toutes les marques se sont digitalisées ou sont en train de le faire, ou il serait vraiment, vraiment temps de s'y mettre. Et globalement, tous ces métiers sont de toute façon démultipliés dans toutes les marques aujourd'hui. Et donc, le product manager est vraiment la pièce clé pour contrôler de A à Z ce qui va se passer, pour faire évoluer le produit. Tu disais qu'il n'y avait pas besoin de savoir coder, il faut quand même connaître un petit peu ce qui se passe pour réussir en fait surtout à timer, parce que le vrai sujet aujourd'hui dans le digital, c'est que s'il n'y a pas cette équipe-là, ça peut prendre des mois et des mois pour faire la moindre évolution, parce que dès qu'on touche quelque chose, tout se transforme. Donc c'est vrai que c'est vraiment une équipe qui est centrale, quoi. Il faudrait qu'on ait tous une culture du digital minimale. Aujourd'hui, ça devient un peu indispensable. Et je pense que les personnes qui sont plus jeunes et qui arrivent sur le marché du travail l'ont de fait par leur consommation personnelle. Oui, alors justement, ça c'est un sujet, parce qu'on dit souvent les digital natives, les millennials, etc., ils sont nés avec une tablette, donc ils maîtrisent. Ça vient Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord, parce que je pense que le fait de baigner dans des outils technologiques ne veut pas dire forcément qu'on maîtrise les usages ou qu'on a compris comment ils étaient conçus et comment on peut les utiliser correctement. Je pense que ce qui est important, c'est que les métiers sont tous actuellement traversés par le digital. Et donc, moi, si j'étais chef d'une entreprise, je me poserais la question du niveau, effectivement, de culture digitale de tous mes salariés, quel que soit leur poste. Depuis la standardiste, s'il y en a encore, à moi, en tant que chef d'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. C'est que quand vous regardez les métiers du futur, par exemple, moi, je donne toujours cet exemple-là, celui de la relation client. C'est un métier qui est très important. La relation client, c'était d'abord face à face, après le téléphone, après devenu les emails, maintenant il y a les chatbots, etc., etc. Et donc, la question qui se pose maintenant, les chatbots sont tellement évolués, ils peuvent répondre à la plupart des questions, que peut-être les métiers de demain, c'est un manager machine humain qui va manager la relation client entre des gens qui vont répondre au téléphone, le vis-à-vis, qui vont répondre par email,
et aussi des intelligences qui vont pouvoir répondre à ces questions que peuvent poser un client. Donc, ça veut dire que ce manager homme-machine, c'est un métier qui n'existe pas, mais qui pourrait exister. Et qui va lui apprendre à manager un homme-machine? Le manager, mais c'est toi, Samia, et les formations de la grande école. C'est pour ça que je dis tout ça pour dire il y a deux questions. Il y a la montée de compétences de tout à chacun dans le métier où on est actuellement par rapport au digital, parce que le digital traverse tous les secteurs de l'activité économique et on ne peut pas dire ça ne va pas me toucher. Hein, c'est sûr que ça va nous toucher. Bien sûr, Donc la question vraiment de monter de compétences pour garder son emploi, pour pouvoir d'abord s'épanouir dans son travail, pour pouvoir aussi apprendre plein de choses. Et puis la question des nouvelles compétences qu'on va devoir acquérir, parce que justement ce digital rebat toutes les cartes de ce que c'est tout ce qu'on a pu connaître, comment créer un produit, comment créer une offre de service, comment analyser tout ça. Enfin voilà. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de l'ordinateur quantique. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'informatique quantique. Toutes ces choses-là vont énormément bouger la manière dont on apprend, la manière dont on travaille et les métiers sur lesquels on va pouvoir se positionner. Moi, si j'étais un jeune qui a 15 ans, 16 ans, je me poserais vraiment la question de ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, et je laisserais tout de côté avec cette filière. Vous savez, il y a du boulot. Non, je pense que les boules de cristal aujourd'hui n'existent oui, pas. C'est compliqué. Vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et vas-y. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, et surtout s'il y a des parents qui nous écoutent. Et des jeunes filles, des jeunes femmes qui nous écoutent. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous donne envie qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Après, tout est possible. Et le digital, vous allez le rencontrer. C'est sûr que vous allez le rencontrer. Mais c'est pas évident parce que tous ces métiers qui arrivent ou qui se transforment, par définition, on les connaît pas encore. Moi, je voyais l'autre jour dans le métro un grand-père avec ses deux enfants, deux petits-enfants, pardon. Et alors, tu veux faire quoi? Médecin ou avocat? Avocat. Voilà. Alors, ces métiers aussi sont transformés. Mais... Oui, ils existent encore. Hein. Oui, on en a besoin des deux, ils je crois. Encore, Surtout médecin en ce moment, il paraît. Mais je trouve ça intéressant. Et puis, c'est vrai. Alors, je dirais effectivement que c'est assez intéressant ce que dit Samia, c'est que effectivement les métiers aujourd'hui ils vont évoluer énormément. Alors je suis jamais partisan par contre de dire effectivement que certains métiers vont disparaître parce que en fait, alors dans le secteur de la data d'autant plus, la connaissance du métier en soi, elle est toujours nécessaire. Et donc on parlait de l'homme-machine et effectivement certains parlent aussi de humain augmenté. C'est assez intéressant et je trouve ce concept extrêmement intéressant parce que à la fois ça permet de dire qu'en fait on aura toujours besoin des gens pour faire quoi que ce soit. Donc data scientist par exemple, il y a un moment où on disait le data scientist en fait c'est un métier tellement compliqué et vu que la tech évolue tellement vite, en fait ce sera des robots qui seront data scientists et puis c'est tout. Absolument pas. On a toujours effectivement des standardistes, on a toujours des gens qui font leur métier mais qui sont aidés par de la techno. Et effectivement, on parle aujourd'hui une innovation dont on a beaucoup parlé, qui est la voiture qui conduit toute seule, la self-driving car en anglais. Et qui dit justement, les gens commencent à dire mais mince, du coup, tous les gens qui travaillent justement dans ce secteur-là et qui conduisent des voitures toute la journée, en fait, ils vont plus jamais exister. En fait, pas du tout. C'est pareil, c'est assez intéressant puisque, par exemple, dans la livraison de biens, quel qu'il soit, la livraison de quoi que ce soit, donc les gens qui sont dans leur camion toute la journée à faire leur livraison, on a essayé de les remplacer par justement des camionneurs automatisés, donc des self-driving camions, donc des camions qui conduisent tout seuls. Et en fait, les camions qui conduisent tout seuls sont pas du tout bons parce que ils sont pas capables pour l'instant, par exemple, de dire en fait là, si je vais ici à cette heure-là, c'est le moment où il y a une sortie d'école, et donc s'il y a des enfants qui sortent, je vais pas pouvoir du tout décharger mon camion, et donc du coup, je vais peut-être mettre à jour tout mon parcours à cause de ça. Alors que par contre, ce qui a été fait comme test, c'était plutôt de se dire on garde la personne qui conduit le camion et on l'aide avec une intelligence artificielle, par exemple. Et là, effectivement, les chemins sont optimisés et lui, il gagne du temps.
Mais c'est la différence entre un chauffeur de taxi qui utilise un GPS et qui connaît toutes les rues de Paris et toutes les Complètement. et quelqu'un qui suivrait un GPS de manière bête et méchante, quoi. Voilà, exactement. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que je trouve que on reproche souvent à la tech de détruire des emplois. Je pense que c'est pas spécialement le cas. Effectivement, ils évoluent, mais ils en détruisent pas en tout cas. Et ils en créent. Et ils en créent même. Voilà. Et plein, et pas que des informaticiens, on l'a vu. Exactement. Il y a Sharon Soffer qui vient d'arriver, elle est resplendissante, elle est là, elle est parmi nous. Et quand elle arrive, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrête. Voilà, je le sens comme ça, parce qu'il y a une autre table ronde qui va arriver après. Et puis, moi j'aime bien que les gens restent un peu sur leur faim, parce que comme ça, ils attendront le prochain podcast. En tout cas, c'était un très très grand plaisir de vous avoir. Je vous laisse quand même à chacun le temps de dire un dernier mot. Vous avez le droit de saluer des amis. Si vous avez... L'autre jour, quelqu'un a vendu une voiture d'occasion grâce à ce podcast. Voilà. Donc ça sert aussi à ça. Donc Aurélie, peut-être ton dernier mot. Moi, mon dernier mot, c'est vraiment juste insister sur ce que tu disais à l'instant. Le sujet, enfin ce que disait Antoine à l'instant, c'est ça. Le sujet de l'emploi dans la tech, il faut effectivement qu'il y ait un impact humain, quelque part, en particulier dans l'analyse. Et moi, je le vois au quotidien. Ouais. Toutes ces personnes qui font des analyses tout le temps, il faut bien que quelqu'un ensuite mette un petit peu de sensibilité dans tout ça. Et tout n'est pas que analyse de data et de données et de suivre ce que va dire l'ordinateur, quelque part. Parce que si on ne fait que ça, si on ne mesure que comme ça, il y a un peu d'intuition quand même, il y a un peu de culture, d'histoire, de connaissance du marché que l'ordinateur n'aura pas. Voilà, donc il faut quand même que l'intervention humaine vienne quelque part, en tout cas dans les décisions marketing que je fais aujourd'hui. La donnée, c'est super, mais la donnée, ça ne peut pas marcher tout seul. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est une belle conclusion. Ça vient. On n'aura jamais autant besoin d'humains que là où il y a le plus de techniques. Bravo. Ça, c'est un discours qu'on porte aussi chez Tech France. Bravo. Waouh. Après ces deux belles conclusions. Tu racontes une blague, un truc. C'est bien, il faut que je vende des voitures. Non, alors moi je pense que c'est toujours intéressant de se dire on est sur Startup for Teens et donc du coup on est sûrement des jeunes en face de nous et de se dire que effectivement je voulais appuyer le fait que informaticien c'est même marrant qu'on utilise encore ce mot parce que c'est très large comme juste terme, ça veut plus dire grand-chose. Effectivement, regardez un peu tout ce qui se fait dans la tech aujourd'hui. C'est magnifique, tout ce qu'on peut faire et toutes les évolutions que vous pourrez avoir dans la technologie. Regardez les différents métiers qu'il y a, parce qu'ils peuvent être plus liés à du management, plus liés à du marketing, plus liés à de la tech pure. Mais en tout cas, ils sont hyper divers, et c'est ça la beauté de ce domaine. Et donc je pense que ça permet aussi justement à tous les gens qui se disent il y a peut-être des choses à voir, c'est assez intéressant d'y aller et de se dire que toutes les technologies que vous utilisez aujourd'hui, en fait, c'est ce que vous allez peut-être faire de votre travail, c'est juste soulever le capot de la voiture et de se dire, en fait, je veux voir un peu comment ça marche. Si ça se trouve, je pourrais moi-même créer un produit qui va peut-être changer la face du monde ou en tout cas changer la face de plusieurs personnes dans ce monde-là. Et voilà. Bravo. Et puis si la EdTech vous intéresse, on a sur notre site un job board. Vous pouvez trouver, il y a plus de 200 offres d'emploi en permanence et qui montrent toute la diversité justement des métiers de la EdTech et de la tech, puisqu'il y a à la fois des fonctions du développement, mais il y a aussi des fonctions support, du business développement, etc. Donc voilà, allez voir sur le site internet d'EdTech France. Évidemment, merci à tous les trois, c'était passionnant. J'ai encore une fois appris plein de trucs. J'espère que ceux qui nous ont écoutés également, et puis que ça a ouvert plein de perspectives, voilà, à des jeunes et des moins jeunes qui vont peut-être se dire ces métiers finalement c'est peut-être pour moi et c'est pas qu'être informaticien. Voilà, on clôture ce podcast et cette merveilleuse journée sur le salon à l'école 42 Startup for Teens. Elle se marre et les gens se moquent de moi. C'est terrible. Viens Sharon, viens. On va entendre ta voix, Sharon. Alors si tu ne viens pas, c'est moi qui viens à toi. Dis-nous un petit mot, Sharon. Eh bien, écoute, merci d'avoir animé brillamment ces podcasts, Rémi. Et merci à tous les intervenants de toute cette journée. Et tous les retours étaient extrêmement positifs et enthousiastes sur les contenus présentés aujourd'hui. Bravo, merci. Et il y a un podcast qui a déjà été enregistré avec Sharon aussi et Sophie Vigée, et voilà, et qui est la patronne de 42 et qui était justement sur les filles et les métiers de la tech. Voilà, à très bientôt. Vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et une fois que vous l'avez écouté, vous mettez 5 étoiles et vous mettez un commentaire en disant que c'était génial. Vous le recommandez à vos amis, vos parents, vos enfants, vos grands-parents. Bref, même vos ennemis, s'ils écoutent, eh bien, ils n'en seront que meilleurs ensuite. Voilà, à très bientôt. Ça continue ici. Que
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast.